Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Prologue. Nous avons aujourd'hui de sérieuses raisons de nous inquiéter de l'avenir de notre pays, mais aussi de l'Europe, du monde et de l'humanité. Alors que nos connaissances devraient nous permettre de vivre dans l'abondance, la condition de vie du plus grand nombre ne s'améliore plus. Il y a toute chance pour que nos enfants vivent moins facilement que nous, confrontés à une multitude de nuisances. La précarité et la baisse du pouvoir d'achat gagnent du terrain jusqu'à menacer l'emploi et la sécurité des classes moyennes. La richesse se concentre entre les mains d'une catégorie très restreinte d'individus, la haute bourgeoisie d'affaires et ses auxiliaires politiques. De tels individus orientent les investissements et la production à seule fin d'assouvir leur insatiable appétit de jouissance et d'accaparement des richesses, et affirmer leur supériorité par des dépenses ostentatoires, yachts et jets privés, séjours dans des palaces, voyages de simple curiosité dans l'espace, etc. Essentiellement préoccupés d'accroître leurs profits, ils n'ont que peu d'égard pour les ressources naturelles et humaines dont ils se servent. À la différence des entrepreneurs d'autrefois, ils vont de l'avant, se grisent et s'enorgueillissent de l'accélération de leur croissance sans se soucier du terme où elle les mène en entraînant derrière eux le reste de la société. Ils représentent une nouvelle droite dangereuse, dévastatrice, n'obtenant le soutien d'une majorité d'électeurs qu'en les influençant, voire en les désinformant et les manipulant par le biais de réseaux et d'organes de communication dont ils ont acquis le contrôle. Nous pouvions imaginer jusqu'à présent que les progrès de la science allaient nous donner prise sur notre destin. Or voici au contraire qu'ils offrent à nos passions, y compris aux plus perverses, toujours plus de moyens de se satisfaire. Nous vivons en conséquence dans un environnement de moins en moins maîtrisé, de plus en plus inquiétant. Contraints de réagir sur le champ à une multitude d'imprévus, nous n'avons plus le temps de réfléchir à la finalité de nos actions. Nous voici transformés en créatures erratiques, ballottés en tous sens par une sorte de tempête au déclenchement de laquelle nous avons aveuglément consenti. Tout se passe comme si, insouciants du danger ou terrorisés par lui, nous avions renoncé à nous saisir des commandes d'un véhicule nous emportant malgré nous. Effrayés par ces embardées, nous obéissons comme par réflexe aux voix de meneurs dont les uns nous crient « Penchez-vous à droite » et les autres « Penchez-vous à gauche », cependant qu'inexorablement la vitesse s'accroît, que les dérapages s'accentuent et que le gouffre se rapproche. Comment dormir encore tranquille en ayant compris que si nous continuons sur notre lancée, nous n'échapperons pas à une catastrophe écologique ou nucléaire, à une insurrection sanglante généralisée ou à un déferlement de populations affamées? Comment ne pas être tenté de nous jeter dans les bras de quelques sauveurs nimbés de gloire politique, militaire ou religieuse, au risque de nous laisser berner par un escroc? Est-il encore temps de nous ressaisir? Nous reste-t-il quelques raisons d'espérer, de croire en la prédominance de l'intelligence, de la sagesse, de la justice, en un mot de l'humanité sur la bestialité? De multiples causes, scandales, corruption, mensonges, abus de pouvoir, recours à la langue de bois, poussent les citoyens soit à se détourner carrément de la politique, soit à voter par protestation plutôt que par conviction, en faveur de l'extrême droite ou de l'extrême gauche, ou pour des partis éphémères focalisant sur eux l'exaspération de certaines catégories d'électeurs, chasseurs, petits commerçants et artisans, habitants de quartiers à forte proportion de migrants, etc. Leur abstention ou leur vote stérile témoigne moins d'un refus de participer au devenir d'une collectivité politique quelconque, régionale, nationale ou plurinationale, que d'une perte de confiance dans les élus et les administratifs qui les dirigent, les amenant à se replier sur eux-mêmes ou sur leur communauté de base, familiale, ethnique ou religieuse. Outre les campagnes de communication visant à prévenir leurs protestations en les persuadant de la pertinence des décisions prises en leur nom, de tels sujets, de leur président plébiscité, de l'État, de la nation incarnée par une assemblée théoriquement représentative, se trouvent distraits par toutes sortes de spectacles, matchs de football, Jeux olympiques, Tour de France cycliste, émissions télévisées de bas niveau. Il est entendu, n'est-ce pas, que les Français sont impossibles à gouverner, rebelles à toute réforme. Lorsqu'on a affaire à de tels râleurs, il faut user de la force ou de la ruse pour malgré eux faire leur bonheur ou, tout au moins, assurer la grandeur de leur patrie, c'est-à-dire la fortune de ceux qui en ont pris la direction. Je n'ignore pas l'existence de paresseux, de profiteurs, de négligents n'ayant aucun souci des autres et du bien commun.
ceux qui se comportent comme des goujats sur la route. Elle est à moi, écartez-vous de là. Ceux qui se débarrassent n'importe où, n'importe comment de leurs détritus, comptant sur ces domestiques des temps modernes que sont les éboueurs ou les agents de propreté pour nettoyer leurs saletés. Ceux qui jettent du jour au lendemain leurs ouvriers à la rue pour mieux rentabiliser leurs capitaux. Ceux qui se clôturent dans des résidences surveillées pour ne pas voir la misère qui les entoure et vivre à elle abri de ces éclaboussures, restent malheureusement trop nombreux. Quoi qu'on y fasse, il existera toujours dans la société sous forme de lits, des individus qu'il faudra contraindre sans discussion ni ménagement, mais sans pour autant se plaire à les rabaisser. Cependant, ils sont loin de constituer une majorité. On a trop vite fait d'estimer que la plupart des citoyens sont immatures, et ne méritent que d'être menés comme un troupeau par les élites qui requièrent leur suffrage. Mais discutez de ci de là avec eux. Aux arrêts d'autobus, dans les cafés, dans les jardins publics, à l'occasion des fêtes locales, en faisant la queue chez un commerçant, dans le hall ou la cour de votre immeuble, et vous constaterez après un échange éventuel de poncifs du même ordre qu'un discours sur la pluie et le beau temps qu'ils sont beaucoup plus avertis de la situation qu'ils endurent que vous ne l'imaginiez. Ils ont assez clairement conscience des problèmes de leur région et du monde, et restent disposés à donner de leur temps et même de leur argent, ce qu'ils font bien plus volontiers auprès des associations, pour que leur pays se porte mieux. Seulement ils ne savent plus du tout quoi faire. Lorsqu'ils ont déjà tenté par les voies officielles d'œuvrer en faveur du bien public, trop d'obstacles ou de complications les en ont vite découragés, si bien qu'ils ne sont pas prêts de recommencer. Un sentiment de fatalité les paralyse. Ils s'aperçoivent qu'ils ne disposent d'aucun levier conséquent pour améliorer leur sort. Des forces quasi transcendantes dirigent désormais le jeu à l'échelle européenne et planétaire. D'où ces affirmations désabusées. Que voulez-vous, on n'y peut rien. Ce n'est pas la peine de s'en mêler. Or, bien sûr que si, il serait possible de changer quelque chose à la façon dont va le monde. Il suffirait pour cela d'un peu plus de civisme, d'une large union et d'un soulèvement généralisé. Certes, mais autour de qui ou de quel programme se rassembler? Actuellement, les idéologies ne font plus recette. La crise de confiance est générale. Elle touche les ministres et les dirigeants d'entreprises. Elle touche les solutions qu'ils proposent. Elle touche essentiellement le système politique, dont il semble que rien de bon ne puisse plus être attendu. Elle touche même l'utopie révolutionnaire n'ayant mené jusqu'à présent, à travers des phases de terreur, d'oppression et de massacre, qu'à des dictatures ou à des restaurations brutales. Les résistances à surmonter sont telles, le besoin d'invention si grand, qu'un renouveau durable ne pourra être obtenu facilement, sans organisation ni effort soutenu. Les protestations de masse vécues sous le mode festif comme une sorte de libération des mœurs, débouchent parfois sur un renversement de gouvernement ou même de régime, en le paralysant ou en le privant de tout soutien, mais ne provoquent à elles seules qu'un glissement de la société sur des voies prétracées par une pensée obsolète. De nos jours, elles contribuent surtout à la précipiter dans des ornières pseudo-libérales ou totalitaires dont il lui est fort difficile de s'extraire. Ne comptons pas sur elles pour nous orienter vers un avenir meilleur. À l'opposé des révolutions violentes aboutissant inévitablement à porter au pouvoir les hommes les moins pondérés, les plus enclins à opprimer le peuple, employons-nous donc à amorcer un rassemblement autour d'un projet de prospérité équitablement partagé. Mettons-nous à cette fin au travail. Collaborons. Ne jetons d'anathème sur personne. Évitons de nous laisser emporter par le genre de puissance archaïque, émotionnelle, vengeresse, que tentent de réveiller en nous certains tribuns souhaitant essentiellement se faire confier par nous la direction des affaires. À côté de citoyens totalement découragés ou qui se résignent à l'immobilisme, plusieurs autres ne s'activent que pour découvrir diverses combines leur permettant de survivre au mieux. Ayant perdu toute estime pour les autorités, ils n'ont aucun scrupule à les tromper, à resquiller, à tricher. Cependant, ils savent faire preuve de solidarité et d'entraide à échelle réduite. Leur forme de rébellion envers l'État manifeste moins une insociabilité foncière que l'exigence d'un pouvoir qui ne les brime pas, qui leur laisse une appréciable liberté d'action, qui tiennent compte de leurs particularités et au lieu de s'imposer à eux sous couvert de rationalité technique, se préoccupent avant tout de leur faciliter ou de leur agrémenter la vie quotidienne. Bref, ces indisciplinés déclarés ingouvernables n'ont peut-être pas entièrement tort de se défier d'un gouvernement dont le contrôle leur échappe.
Je ne considère nullement qu'ils soient perdus pour la politique, mais l'image qui leur en est donnée par les politiciens suffit à les en détourner. Nos élus et nos dirigeants se plaignent fréquemment du manque d'implication des Français dans les affaires publiques. Or en fait ces Français, comme la plupart de leurs voisins européens, chez qui les mêmes causes produisent les mêmes effets, s'en désintéressent de moins en moins, tout en contestant de plus en plus les procédures de décision qui y prévalent et les solutions mises en œuvre. Ils constatent que le système en vigueur prive le peuple de souveraineté effective, et que les hommes s'y trouvant portés au pouvoir sont avant tout soucieux de se maintenir au poste qu'ils occupent en confisquant à leur profit cette souveraineté. En réalité, nous traversons une période où la demande politique est de plus en plus forte, à proportion des dangers qui nous menacent, pour que soient assurés le développement et la sécurité économique, la paix civile et la concorde entre les nations. Par malheur, une telle demande n'est entendue que par une élite incapable d'y répondre pour autant qu'elle reste attachée à des conceptions et des pratiques surannées, et apparaît par ailleurs largement compromise avec les milieux financiers. L'impasse qui en résulte explique largement le niveau croissant de l'abstention et du vote protestataire, comme l'oscillation désespérée du reste de l'électorat entre tout dernièrement une droite et une gauche assez peu différentes l'une de l'autre ou, plus récemment, entre mondialistes et souverainistes, ou entre partisans du succès des affaires et partisans du bonheur de vivre. Je voudrais ci-dessous faire comprendre aux très nombreuses personnes de bonne volonté, égarées et divisées tant par les flots d'informations hétéroclites qui leur parviennent que par les lourds problèmes qu'ils doivent affronter quotidiennement, qu'elles ne se trouvent pas irrémédiablement acculées à l'impuissance, qu'un autre genre d'organisation des sociétés que celui ayant fini par prévaloir dans les pays les plus avancés est non seulement souhaitable, mais possible, et qu'existe également de bons moyens y parvenir, sans dégâts, avec le soutien de l'opinion. Après un premier chapitre consacré à la critique du système en vigueur, j'expliquerai sur quels principes il me paraît nécessaire de s'appuyer pour bâtir une société durablement satisfaisante. Ces principes me conduiront à réclamer l'abolition du capitalisme, puis à recommander une organisation démocratique de la demande de biens et de services, le regroupement des travailleurs en nouveaux corps de métier, le renforcement de la société civile, la séparation totale du pouvoir législatif d'avec le pouvoir gouvernemental, enfin la suppression du monolithisme de l'État par distinction en son sein de plusieurs grandes fonctions administratives autonomes comme de plusieurs niveaux hiérarchisés de collectivités publiques. Je plaiderai en conclusion pour la création d'un nouveau mouvement républicain, c'est-à-dire croyant en l'existence de biens publics à préserver et entretenir, se situant dans une perspective strictement humaniste, se fixant pour mission de préparer, d'engager et de soutenir la rénovation politique souhaitée en y préparant les esprits. 1. Une démocratie devenue fictive. Voyant l'autorité publique exercée par une élite de plus en plus éloignée des problèmes des citoyens ordinaires, et la constatant trop souvent déficiente, manquant d'assurance, paralysée par une bureaucratie pléthorique, nous ne cessons en vain de réclamer davantage de démocratie. Cependant, tenter de la renforcer sous la forme où nous l'avons laissée se développer, entachée par une conception erronée de la souveraineté du peuple, ne peut que nous décevoir. Après avoir rappelé à la suite de bien d'autres, que notre penchant à nous placer sous la coupe d'un souverain relève d'un archaïsme regrettable et que le peuple, envisagé comme une personne, abstraction faite de toute distinction entre ses composantes, n'est qu'une fiction idéologique, je mettrai en cause la façon dont les principes démocratiques sont appliqués dans nos sociétés occidentales où quelques grands partis, jaloux de leurs prérogatives, rivalisent sur le marché électoral pour accéder au pouvoir. L'opinion commune a fini par estimer que ce système politique, malgré ses imperfections notoires, était le moins mauvais possible. Certes, il y a pire si nous le comparons aux dictatures militaires, fascistes ou communistes, mais étant donné l'insatisfaction qu'il engendre, il serait navrant de renoncer à inventer quelque chose de mieux. À cette fin, commençons par examiner comment et pourquoi nous nous sommes peu à peu engagés sur une voie ne pouvant nous donner pleine satisfaction. 1. La souveraineté politique en question. La souveraineté, nous dit le grand Robert, est le principe de l'autorité suprême dans le corps politique. La personne ou l'institution à laquelle elle est attribuée se trouve au-dessus de toutes les autres dans son genre. Elle échappe au contrôle d'un organe supérieur. Elle détient l'autorité suprême,
et ne saurait tolérer le moindre assujettissement à une puissance extérieure ou endogène. La référence à une telle notion induit une organisation politique où tous les pouvoirs, locaux ou partiels, se trouvent coiffés par une instance supérieure s'arrogeant le droit d'avoir le dernier mot sur tout. Elle exclut l'établissement d'une sorte d'équilibre écologique, ou d'un compromis continuellement négocié entre une pluralité de pouvoirs. Elle prend pour modèle le gouvernement d'un monarque ne tolérant aucune limitation de son bon plaisir, par une quelconque loi morale, par une assemblée de dignitaires religieux, par les représentants de communautés particulières ou par des États voisins refusant de se laisser molester. La souveraineté implique ainsi la suffisance, l'infatuation du chef ou du groupe dominant s'imaginant posséder plus de dignité, de discernement et de légitimité que ses semblables, que ses prédécesseurs ou même qu'une puissance divine. Se présentant comme un apanage qui ne se partage pas, elle nous oriente vers des sociétés assujetties à un parti dominant ou à un président assumant, avec l'assistance d'un aréopage de courtisans et de vassaux, un rôle de père de la nation. En particulier, si le peuple est souverain, il ne saurait entrer en contradiction avec lui-même. Le voilà contraint de manifester une seule volonté ne parvenant évidemment à s'imposer qu'en étouffant des voix minoritaires. L'exercice de l'autorité politique est tributaire d'une organisation adéquate, et d'un ensemble de lois. Tout le problème est de savoir qui est habilité à établir les institutions, et fixer les lois. Il fut longtemps estimé que cette fonction appartenait aux représentants reconnus comme tels d'une autorité transcendante. Dans l'Occident chrétien, cette dernière s'assimilait à Dieu représenté par son Église. Le roi avait besoin d'être sacré. Ses décisions étaient dès lors supposées approuvées par les puissances célestes. Quand l'Église avait de bonnes raisons d'en douter, elle pouvait le rendre illégitime en l'excommuniant. Cette monarchie de droit divin fut bientôt remise en question tant par les faits que par la raison. Elle pouvait en effet inspirer le respect aussi longtemps que l'autorité suprême, dont elle dépendait, était unanimement reconnue. Or ce ne fut plus le cas à compter de la redécouverte des penseurs antiques, de la réforme protestante, du brassage des religions dans des cités cosmopolites et de l'apparition de libres penseurs athées. Divers théoriciens empiriques ou cyniques contribuèrent de leur côté à rendre la politique autonome par rapport aux religieux. Selon Machiavel, le pouvoir se conquiert, s'exerce et se conserve tant par la ruse que par la force. L'art de l'exercer n'appartient qu'aux hommes. À sa suite, Hobbes, Locke, Montesquieu, Hume, etc., donnèrent chacun à leur façon à l'État un fondement purement profane. Cependant, il subsista encore longtemps des monarchies absolues ou constitutionnelles, et il en subsiste toujours quelques-unes. Paradoxalement, la Révolution française, incapable de se libérer de conceptions ayant prévalu sous l'Ancien Régime, ne renonça pas à l'idée de souveraineté. Elle ne prétendit que renverser l'ancien souverain, le roi, par un autre, le peuple. Après bien des péripéties, Restauration, Empire, cet autre souverain en est arrivé à s'incarner dans la sorte de monarque républicain qu'est notre président de la République. Du fait de la décentralisation, il s'incarne aussi désormais, à la tête des régions, des départements et des communes, dans une pluralité de notables ne voulant rien lâcher jusqu'à un âge avancé, du pouvoir qu'ils ont conquis, puis essayant de le transmettre à un dauphin de leur choix invité à régner à leur place sur leur fief électoral. Au lieu que le souverain soit désigné comme jadis par une règle successorale, nous l'élisons, lui et ses subordonnés, sans songer à remettre en cause la nature même de son pouvoir. Ne devant sa nomination qu'au résultat d'un vote, et non au choix de représentants de Dieu ou à une réelle aptitude à diriger le pays, il est censé servir le peuple en s'appuyant sur une administration n'ayant en vue que l'intérêt général. Comme si nous avions eu peur d'accéder à l'âge adulte, nous ne nous sommes guère interrogés, à de rares exceptions près, sur la nécessité d'un souverain ni sur celle d'un puissant appareil d'État à sa botte. Nous n'avons pas osé renoncer à l'idée même de souveraineté, pour adopter une autre conception et une autre pratique du pouvoir. Au contraire, nous avons favorisé en Europe l'émergence de souverainetés nationales concurrentes, qui ont induit les États à rivaliser et entrer en guerre. Pourquoi donc le pouvoir devrait-il être confié à un souverain ? Aurions-nous l'esprit trop obscurci pour ne pas distinguer autour de nous une grande diversité de sources et de types d'autorité ?
Un entremêlement de pouvoirs méritant d'être largement partagé au sein de la population? Est-il bien nécessaire de soumettre tous ces pouvoirs à un pouvoir suprême? Oui, dans la mesure où nous supposons que leurs détenteurs sont incapables de se rencontrer pour parvenir à des arrangements. Oui, s'ils appartiennent à des groupes inconciliables, des ennemis de classe par exemple, ayant besoin d'avoir affaire à plus fort qu'eux pour se voir imposer une solution. Non, s'ils sont exercés par des êtres lucides désireux de vivre ensemble dans les meilleures conditions, car de tels êtres n'ont nul besoin de faire appel à une puissance extérieure pour résoudre leurs différends. La soumission à l'arbitraire d'un prince n'est pas vouée à l'emporter toujours sur la conciliation intelligente. Du moins ne saurait-elle prendre figure de solution préférable. Ayons l'audace de refuser d'emblée une organisation monolithique du pouvoir, qui est inévitablement oppressive. Refusons un pouvoir dominateur, quel qu'il soit. Ne reconnaissons comme souveraineté respectable, conjuguant liberté et dignité, que celle exercée par toute personne correctement éduquée, libérée de ses passions, de ses attachements et des influences extérieures sur la conduite de sa propre vie, tout en gardant conscience de son interdépendance avec la nature, avec ses concitoyens et avec les autres nations ainsi que du rôle qui lui revient d'assumer pour peser dans la perspective qui est la sienne sur le devenir commun. Élevons-nous contre le despotisme et l'autoritarisme. Défendons haut et fort l'idéal d'une nation composée de citoyens pleinement actifs et responsables, refusant par principe toute contrainte injustifiée exercée sur eux par des chefs, que ces derniers aient été légalement proposés à leur choix ou leur aient été imposés. 2. Un peuple insaisissable. Après avoir ôté de son piédestal le principe de souveraineté, principe que Gérard Méret nous présente comme celui de la modernité politique, une modernité qu'avec lui nous déplorons et jugeons arrivée à son terme, employons-nous à démythifier la notion de peuple conçue comme une entité capable de s'exprimer d'une seule voix ou de manifester spontanément une volonté générale ayant vocation de s'imposer à tous, ce qui suppose qu'elle ne soit pas unanime, mais uniquement majoritaire. Dans l'une de ses acceptions les plus courantes, le mot peuple désigne l'ensemble des personnes ne participant guère aux affaires de leur pays, par opposition à celle des classes dirigeantes ou fortunées, plus instruites, plus habiles, maîtresses des institutions, jouissant d'une bien plus grande liberté d'action comme d'une position sociale leur permettant de maintenir leurs privilèges. Sa faible organisation, son incapacité politique, son rassemblement artificiel sous une même étiquette, en donnent l'image d'une masse indistincte où toute différenciation s'estompe. Son comportement, dont on préfère ignorer les mécanismes de gestation, en devient imprévisible. On s'en méfie. On s'en protège. Il fait l'objet de multiples contraintes visant à le cantonner à sa place. Lorsqu'il est question de revendiquer des droits politiques pour toutes ces personnes, elles se trouvent réduites aux seules caractéristiques qu'elles partagent en raison de leur abaissement à un rang inférieur. Elles se laissent dès lors globalement désigner par les termes de masse laborieuse, prolétariat, classe ouvrière, etc. Cependant, une fois restituées dans leurs droits, elles perdent le dénominateur commun qui permettait de les ranger dans une même catégorie. Initialement égales dans l'oppression qu'elles subissaient, elles cessent de le demeurer aussitôt qu'elles ont recouvré leur liberté et que leurs spécificités se font jour. Dans ces conditions, si peuple il y a, il ne faut point songer à lui accorder le pouvoir, mais à le faire disparaître en tant qu'entité sociale dépouillée d'une partie de ses droits. Ce peuple à affranchir n'est qu'une entité abstraite masquant une réalité complexe. De même que les élites dirigeantes sont constituées d'éléments divers, magistrats, notaires, hauts fonctionnaires, banquiers, négociants, soigneusement organisés pour faire fonctionner et préserver en l'état le corps social, il n'est nullement homogène. Nous le trouvons composé d'individus qui, tout en partageant une même condition, se révèlent très variés, marqués par différents terroirs, différentes cultures ou traditions régionales, appartenant de plus à des catégories socio-professionnelles dont les intérêts divergent. Son impuissance politique est attribuable à un manque de cohésion et de détermination. Faute de ressources financières importantes, faute d'instruction, mais surtout faute de temps, car il est accaparé par le travail, les distractions ou les jeux vers lesquels on le dirige, il ne réussit pas à faire le poids, malgré son grand nombre, face aux détenteurs du pouvoir. Si ceux qui entendent le restituer dans ses droits ne tiennent pas compte de tous les dynamismes qui le traversent,
Il se condamne à agir en élite d'un nouveau genre prenant à sa place les décisions qui le concernent. Les droits qu'éventuellement il sera censé avoir recouvrés lui auront en fait été octroyés par cette nouvelle élite, qui jouera vis-à-vis de lui, pour théoriquement son bonheur, le rôle d'un souverain se permettant de le traiter de haut. Les tribuns qu'il aura acclamés ou les représentants qu'il aura élus, se comporteront souvent à son égard d'une manière encore plus déplaisante que par le passé, en un temps où les organisations populaires traditionnelles étaient davantage respectées. Ils lui imposeront leurs propres volontés qui serviront surtout, bien entendu, leur vanité ou leurs intérêts. Pour restituer vraiment ses droits au peuple, il est nécessaire de l'appréhender dans toute sa complexité, car une unification politique n'en tenant pas compte serait accomplie à son détriment. Une nation vivante, autre qu'une abstraction juridique, est celle qui réussit à intégrer une grande variété de composants. Elle est le fruit de libres relations multiples et non celui d'une contrainte exercée sur des sujets par une autorité qui s'en distingue, celle d'un roi, d'une aristocratie, d'une intelligentsia ou d'une énarchie. Une conception plus large du peuple, se distinguant de la précédente comme le mot latin populus se distingue de plebs, en fait l'ensemble des citoyens d'un État, d'une province ou d'une commune. Le peuple englobe dès lors toutes les couches sociales et toutes les communautés d'un même territoire. Il caractérise soit une société constituée d'un assemblage cohérent de parties distinctes en une même entité politique, soit une société où le bas peuple a enfin obtenu non seulement des droits politiques, mais encore les moyens de les exercer, ce qui y a rendu tous les citoyens égaux en droit. Une démocratie à la française, où ce dernier point de vue l'emporte, considère la nation comme une association délibérée de ressortissants de plusieurs contrées, de préférences contiguës, adhérant à un même corps de valeurs et à une même constitution. Chacun y reçoit théoriquement en partage, indépendamment de son appartenance professionnelle, ethnique, religieuse ou autre, une même dose de souveraineté se traduisant par un droit de vote de même importance du haut en bas de l'échelle sociale. En poussant à l'extrême ce nivellement, on en vient à refuser de prendre en considération l'origine culturelle des citoyens pour ne pas induire entre eux de discrimination. Curieusement, ce mot, qui est de règle en science, pour ne pas mélanger les torchons et les serviettes, en est venu à être connoté péjorativement alors que toute appréciation morale ne devrait porter que sur l'usage qui en est fait, pour exclure ou mieux inclure. Une telle égalisation des sujets politiques, au mépris de l'influence exercée sur les opinions par les divers groupes d'appartenance, fait que la République nous apparaît composée d'éléments, les individus, aussi identiques les uns aux autres que des grains de sable. Bien que déclarée une et indivisible, elle se révèle paradoxalement subdivisée à l'extrême, comme formée d'une multitude d'atomes. Se présentant dépouillée de ses structures internes, vidée de sa substance organique, l'unité dont elle se prévaut s'apparente bizarrement à celle d'un pâté de sable. Elle n'a de forme que celle du moule qui lui est imposé et que l'on suppose avoir émané d'elle, comme une sorte d'ectoplasme, par une mystérieuse alchimie. C'est dans pareil entassement d'individus prétendument égaux que se trouve hypostasiée une personne morale et juridique, disposant d'une énergie vitale propre se rendant perceptible à l'occasion de grandes manifestations, où se rejoignent dans l'exaltation les citoyens les plus hargneux, ou d'insurrection. L'état d'insurrection ou de révolution permanente serait-il donc un signe de santé du peuple, capable de s'exprimer d'une seule voix, à la suite de débats où le tumulte l'emporte habituellement sur la sérénité? Cependant, le peuple ainsi défini n'a jamais pour voix que la totalité de celles appartenant une à une aux individus exerçant leur droit de vote. Leur volonté générale n'est jamais que celle interprétée en leur nom par une institution appropriée, au terme d'un processus de consultation largement arbitraire, autorisant la soumission d'une minorité à une majorité. Parfois, les électeurs sont directement invités à approuver ou à refuser, par référendum, une proposition de leurs dirigeants. Le plus souvent, ils ont à choisir leurs représentants parmi un ensemble de candidats que des partis leur proposent. Même en les supposant parfaitement rationnels et bien informés, le résultat de leur vote dépendra étroitement de la formulation de la question, définie par les autorités en place, à laquelle on les somme de répondre, de la loi électorale, élection à la proportionnelle ou au scrutin uninominal par circonscription, du découpage électoral, souvent effectué pour priver certaines circonscriptions de majorités indésirables,
de la nature du scrutin à un tour ou à 2 tours et du mode des '. Expression convenue, bulletin secret ou non, possibilité de panachage, etc. Lors de l'élection présidentielle américaine de 1998, ce furent les juges de la Cour suprême qui tranchèrent en dernier ressort entre G.W. Bush et Al Gore. Peut-on dire que la décision revint au peuple ? En France, le nombre d'électeurs nécessaires pour envoyer un député à la Chambre est moins élevé dans les zones dépeuplées que dans les grandes agglomérations. Mais au nom de quoi privilégier les zones rurales plutôt que les banlieues en croissance ? Au XIXe siècle, ne furent un moment admis à voter que les citoyens dont la richesse attestait de l'importance sociale. Lorsque le suffrage universel fut adopté, les femmes en furent exclues. L'âge de la majorité électorale, qui avait été fixé initialement à 21 ans, a désormais été abaissé à 18 ans. Au nom de quoi ne pas l'abaisser encore ? Ou l'accorder plutôt avec l'entrée dans la vie professionnelle ? Enfin, pourquoi ne pas exclure du vote les débiles mentaux et les vieillards ne disposant plus de toutes leurs raisons ? Nous voyons bien que le peuple ne s'exprime jamais qu'au terme d'un processus, très largement contestable, lui ayant été imposé par les dirigeants en place. Il ne se présente jamais comme une donnée réelle, objective de la politique, ni comme une entité charnelle diverse et chatoyante, mais comme un concept abstrait, de nature procédurale ou juridique, élaboré conformément aux désirs de classe montante ou dominante dont la nature n'a jamais cessé d'évoluer. D'abord religieuse, puis militaire, industrielle, marchande, actuellement surtout financière. Un tel peuple ne s'exprime jamais dans une démocratie qu'il adule, qu'à travers un prisme déformant. 3. Les défauts du régime des partis. Le régime des partis caractérise une démocratie, où le pouvoir politique des citoyens s'exerce par l'intermédiaire de partis. Nous en sommes venus à considérer cette intermédiation comme naturelle, alors qu'elle ne va nullement de soi, qu'elle fut catégoriquement écartée du temps de la Révolution française et fait encore l'objet de vives critiques. En effet, les partis, qui sont censés être les organes d'expression du peuple, tendent à confisquer le pouvoir revenant théoriquement à celui-ci au profit des élites qui les dirigent ou les soutiennent. Avant de passer en revue leurs principaux inconvénients, examinons sommairement les raisons pour lesquelles ils ont réussi à s'imposer quasiment partout. Cela nous permettra de mieux juger s'ils sont vraiment incontournables, ou ne correspondent qu'à une phase transitoire de l'évolution des sociétés. 3.1. Sont-ils vraiment indispensables ? Pour les révolutionnaires de 1789, les partis, sous forme de clubs, d'associations de citoyens ou de sociétés populaires, après avoir été reconnus utiles comme leviers de transformation sociale, furent jugés introduire au sein de la République des divisions partisanes inadmissibles. Ils se virent proscrits tout autant que les jurandes et les corporations. On les assimila bien vite à des factions. Le bon représentant du peuple ne devait appartenir à aucun parti. Il s'agissait d'une personne honnête et compétente à laquelle le peuple accordait sa confiance pour défendre en son nom l'intérêt général de la nation, et non des intérêts particuliers. On concevait avant tout l'élection, fait observer Pierre Rosanvallon, comme un procédé de détection des individus les plus capables et les plus dignes de participer à l'expression de la volonté nationale. Elle n'impliquait donc aucun débat contradictoire, aucun choix d'ordre politique. La législation révolutionnaire faisait obligation aux votants de jurer de ne nommer que ceux qu'ils auront choisis en leur âme et conscience comme les plus dignes de la confiance publique, sans avoir été déterminés par dons, promesses, sollicitations ou menaces. Puis il cite en note 4 maires de Quincy qui écrivaient, en 1797, « Toute mesure qui tente à établir sur les individus la discussion publique éveille les passions, les irrite et aiguise de nouveau l'esprit de parti alors qu'il faudrait en oublier jusqu'au nom. » Une telle sélection des individus le plus dignes de parler au nom du peuple eut pour effet de porter au pouvoir des hommes instruits, avocats, journalistes, médecins ou autres notables, appartenant à la nouvelle classe bourgeoise dont ils finirent tout naturellement par défendre avant tout le point de vue et les intérêts en oubliant largement ceux des classes laborieuses. Il s'ensuivit en réaction une demande de représentation ouvrière spécifique qui se concrétisa notamment, en 1864, par le Manifeste des 60, puis donna lieu au rêve d'un parti ouvrier et paysan d'avant-garde, porteur d'un nouvel universalisme. Dès le milieu du XIXe siècle,
la question ouvrière mit en cause l'idéal républicain d'un parlement se présentant comme l'émanation directe d'une nation réduite à un agrégat d'individus, abstraction faite de leurs caractéristiques professionnelles, sociales, culturelles, philosophiques et religieuses, pour lui substituer celui d'une assemblée d'élus mandatés pour défendre les intérêts parfois conflictuels de toutes les composantes de la population. Pierre Rosanvallon a fort bien mis en évidence cette hésitation persistante entre la représentation d'un peuple théorique, composé de citoyens égaux, et celle d'un peuple charnel, composé de groupes sociaux variés et changeants, entre une conception de la nation comme rassemblement d'individus ou comme agencement de corps sociaux. Le bon sens eût voulu que l'on reconnût l'utilité de ces deux sortes de représentation. L'une pour s'unir selon une certaine vision de la société, au sein d'un même ensemble d'institutions, l'autre pour traiter des affaires publiques et coordonner les activités des divers acteurs économiques. Cependant, par crainte d'introduire de la contradiction à la tête de l'État, on s'obstina à vouloir les réunir en une seule. Le régime des partis qui parvint à s'instaurer à compter de la Troisième République est le fruit d'une tentative de conciliation impossible entre elles. Dans le cas où aucune autorité supérieure ne trône impartialement au centre du pouvoir pour arbitrer les querelles ou trancher entre plusieurs options, les citoyens ont tendance à se faire représenter par des élus semblables à eux, chargés avant tout de défendre les intérêts de leur ethnie, de leur région ou de leur corporation, ou de faire triompher l'idéologie du mouvement philosophique ou religieux auquel ils adhèrent. Dès lors, la politique nationale ne peut évoluer que de manière incohérente, sous la poussée des passions rivales, dans les directions que lui impose une succession de rapports de force momentanés. Privée de repères, la société se retrouve bientôt inféodée aux plus audacieux, aux plus musclés, aux plus égoïstes, aux plus malhonnêtes. Les faibles ou les moins nombreux sont condamnés à se soumettre. La dissipation des énergies en conflit, et le gâchis résultant de l'humiliation ou de l'écrasement des vaincus entravent considérablement le progrès. D'où le besoin d'une autorité prenant en charge l'intérêt commun, dépouillée de toute connivence avec des corps sociaux particuliers, exercée par des hommes intelligents et intègres auxquels la population confie le soin d'élaborer les lois et de les faire respecter. Une assemblée constituante, puis législative, composée d'élus conformes à l'idéal révolutionnaire est donc parfaitement souhaitable. Sa désignation se heurte néanmoins à de grosses difficultés. Tout d'abord celle du meilleur mode de sélection des députés, mais surtout celle du contrôle de leur sagesse et de la conformité de leurs décisions aux attentes de leurs électeurs. En effet, un représentant élu sur sa bonne mine a tout pouvoir de se prononcer selon sa conscience, mais peut fort bien se tromper ou se laisser corrompre. Pour éviter de tels dévoiements, Hérault de Séchelles proposa en 1793 un contrôle de la représentation populaire par l'intermédiaire d'un grand jury national, puis soumit à l'Assemblée un projet intitulé de la censure du peuple contre ses députés et de sa garantie contre l'oppression du corps législatif. Ces deux idées furent successivement rejetées en raison de l'opposition des montagnards, craignant le retour à un pouvoir girondin. On s'orienta plutôt vers la mise en place de contre-pouvoirs modérateurs par l'institution d'une seconde chambre, Conseil des Anciens ou Sénat, d'un Conseil constitutionnel, d'un Conseil national économique ou d'un Conseil économique et social, etc., qui ne donnèrent jamais entière satisfaction. Certains proposèrent d'instaurer des mandats impératifs, ou du moins, la possibilité pour les électeurs de révoquer un élu semblant les avoir trahis. Cependant, toute autorité politique, confrontée à des événements inattendus, a fréquemment besoin de prendre des décisions, parfois non conformes à son orientation première, sans se soucier de recueillir à leur sujet l'avis du peuple. Un droit de contrôle trop étroit accordé aux citoyens, s'ajoutant à la nécessité de les tenir correctement informés de problèmes complexes qu'ils ne sont pas de prime abord en état de bien appréhender et sur lesquels leur jugement a toute chance d'être faussé, empêcherait les élites de la nation de réagir à bon escient en temps voulu, comme de prendre dans l'intérêt général des décisions bénéfiques à long terme dont la pertinence est loin d'être évidente pour tous. Les représentants du peuple méritent donc de disposer d'une large liberté d'appréciation. Il reste qu'en l'absence de mandat impératif, il est difficile de savoir exactement en faveur de quoi l'on vote, car des arrangements politiques au sommet ont vite fait de prendre le pas sur les promesses électorales. C'est en se risquant à croire en des députés,
complétés à présent par des conseillers régionaux, départementaux et communaux, toujours strictement dévoués à la cause publique, et pour éviter les inconvénients du mandat impératif, ceux d'une révocation toujours possible des élus par un coup de colère de leurs électeurs ou ceux d'une démocratie directe conférant le pouvoir aux forces obscures émanant imprévisiblement du peuple, que furent inventés les partis qui structurent et animent de nos jours la vie politique. Ces partis ont pour mission de définir des orientations et d'élaborer des programmes de gouvernement indépendamment de tout lien avec une religion, une classe sociale ou une catégorie professionnelle particulière. Ils proposent au choix des citoyens une diversité de solutions théoriquement conçues dans l'intérêt général. À supposer que les uns comme les autres ne défendent que des conceptions particulières du bien public. Dans la mesure où une fidélité aux directives et aux résolutions qui y sont élaborées s'impose à tous les candidats qui s'en réclament, et où, de surcroît, chaque citoyen peut participer à leur mise au point en devenant membre actif du parti de son choix, les électeurs devraient être capables de se prononcer en toute connaissance de cause. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé mieux que de tels partis pour assurer une représentation satisfaisante du peuple. Hélas, il y a loin de la théorie au fait, car au lieu de défendre l'intérêt général, ils se laissent trop facilement influencer par de puissants lobbies et ne peuvent s'empêcher, la chasse aux voiles exigeant, de défendre les intérêts de catégories sociales particulières ou, dans notre 5e République, de se faire les porte-paroles des intérêts majoritaires de leur circonscription. Dès le début, ils ont mal répondu aux espoirs ayant été placés en eux et y répondent toujours aussi mal. Cela tient à certaines tares irrémédiables, à leur inadaptation à la complexité du monde moderne, mais aussi aux mauvaises pratiques qui ont fini par y être tolérées. 3.2 L'incapacité des électeurs. Les citoyens sont pour la plupart incapables de se prononcer rationnellement en faveur de tel ou tel parti, car ils ne sont ni assez instruits ni assez informés pour apprécier correctement les propositions qui leur sont faites. S'ils sont parfois compétents dans un domaine, ils ne le sont plus dans plusieurs autres. Ils se déterminent majoritairement d'après une seule ou quelques propositions, dont la formulation correspond à leurs vœux. Voilà pourquoi les partis font beaucoup de promesses, sans trop se soucier de leur cohérence, pour plaire à un maximum d'électeurs. Bien entendu, une fois arrivés au pouvoir et confrontés aux réalités, ils ne peuvent mettre en application la plupart d'entre elles ou même ne s'en soucient guère. Franchement, est-ce à un chasseur de palombes de la Pointe des Graves de se prononcer pertinemment sur l'avenir de l'énergie nucléaire en France ? Limitant son attention au petit monde où il évolue, ce monsieur risque surtout de voter pour un parti du genre chasse, pêche, nature et tradition, dont l'avis sur la question ne mérite guère considération. Franchement, est-ce à un petit employé de la fonction publique, motivé par la défense du statut privilégié des fonctionnaires, de se prononcer sur une réforme de l'administration et des services publics destinée à améliorer leur productivité ? Cet autre monsieur aura tendance à voter pour un parti de la mouvance socialiste, disposé à renforcer le pouvoir d'un État lui garantissant sa protection. Franchement, est-ce à un PDG de grande entreprise s'étant fait accorder un salaire faramineux, ne songeant qu'à la bonne marche de ses affaires, de se prononcer sur le niveau des minima sociaux ? Il n'a aucune idée de la condition des chômeurs ou des travailleurs pauvres, et usera de toute son influence pour libéraliser à son profit l'économie. C'est ainsi que dans la plupart des cas les votes se trouvent effectués en fonction d'intérêts catégoriels ou de classe, et non en fonction de l'intérêt général. De même dans les questions internationales, les questions européennes en particulier, les électeurs ont une fâcheuse tendance à défendre leurs intérêts nationaux plutôt que l'intérêt global de leur sous-continent ou de la planète. Au lieu de combattre une telle mentalité, les partis malheureusement s'y adaptent en se constituant chacun leur propre clientèle. Lorsque les électeurs ne se déterminent pas d'après quelques propositions qui leur sont favorables, ils le font en s'identifiant à un parti devenu pour eux une communauté sociale de référence. Par chauvinisme, ils estiment que ce parti a toujours raison et sont fiers de s'en réclamer, tout comme certains lycéens, en mal d'identité collective, se montrent fiers d'arborer une marque de vêtements à la mode. Dès lors le parti, qui avait vocation à s'abstraire des corps sociaux pour ne songer qu'à l'intérêt national, en arrive à se transformer lui-même en corps social auquel on appartient comme à une grande famille.
On s'affiche de la sorte communiste, écolo ou gaulliste, etc., avant d'être français. 3.3. L'incapacité des représentants du peuple. Les représentants du peuple sont eux-mêmes aujourd'hui incompétents dans la plupart de domaines où ils sont priés d'intervenir. En effet, dans une société aussi complexe que la nôtre, chacun d'eux ne dispose de connaissances adéquates que dans un secteur assez réduit. Généralement, il n'a même pas été élu en raison de ses capacités, mais du bagout qu'il a su déployer pour émettre une quantité impressionnante de promesses. Dans ces conditions, nous nous trouvons davantage représentés par des charlatans ou des idéologues que par des hommes d'expérience ingénieux. Nous constatons effectivement que, lorsque notre Assemblée est appelée à légiférer dans un domaine nouveau ou quelque peu pointu, la plupart des travées y restent vides. Pourquoi nos députés iraient-ils participer à des débats auxquels ils ne comprennent pas grand-chose? Cumulant éventuellement plusieurs mandats, ils ont beaucoup mieux à faire au contact de leurs électeurs, dans leur circonscription, leur mairie, leurs conseils départementaux ou régionaux, ou tout simplement auprès de leur famille. Ou bien les décisions politiques sont prises pour satisfaire une opinion largement manipulée par ceux qui se sont rendus maîtres des organes de presse comme des circuits de diffusion de la culture, ou bien elles le sont en se conformant aux conseils d'experts soigneusement placés auprès des ministères ou des commissions de l'Assemblée nationale par des groupes d'influence industriels, financiers ou associatifs. Il n'a pas été prévu en effet, pour nos décideurs, l'assistance d'experts indépendants et assermentés. En définitive, le pouvoir réel ne se trouve pas entre les mains de nos élus, mais est exercé à travers eux par les lobbies qui les entourent. Voyons par exemple comment une mesure favorable à l'un de ces derniers en arrive souvent à s'imposer. Habituellement, le problème est suffisamment technique pour que le débat engagé n'attire à la Chambre qu'un petit nombre de députés. Le lobby en question s'arrange pour minorer ce nombre en usant de tout son poids financier et mondain, pour que la discussion ait lieu de nuit, le plus tardivement possible, de préférence en fin de semaine. Dès lors, les compères dont ils disposent dans la place multiplient les coups de téléphone pour faire venir en séance les députés connus pour leur complaisance envers l'amendement ou l'article de loi introduit pour lui donner satisfaction. S'ils viennent en nombre supérieur à celui des députés compétents déjà présents, l'affaire est dans le sac. Une décision conforme à leurs vœux sera prise. Avec plus de 50 députés appartenant à des circonscriptions vinicoles, comment résister aux manigances de la profession correspondante? Comment résister pareillement au lobby de l'agriculture productiviste ou à celui de l'automobile? Est-il encore décent de parler de démocratie lorsque le corps législatif qui contrôle le gouvernement se compose très largement de représentants d'intérêts locaux ou professionnels définis? Dès lors que chaque député représente sa circonscription au lieu de représenter à sa manière l'ensemble du peuple, peut-on croire que les décisions politiques soient prises dans le véritable intérêt de celui-ci? 3.4. Tout parti porte en lui de germes de division. Accordons à chaque individu la capacité de s'entendre avec d'autres sur quelques grands principes, jusqu'à constituer avec eux une sorte de famille politique cimentée par le partage d'une même idéologie. Dans la plupart des cas, cette idéologie, pour ne heurter personne, devra rester assez vague. Elle ne sera brandie que comme un symbole de ralliement et ne servira bien souvent qu'à justifier maladroitement une coalition d'intérêts. Dès lors que le parti ainsi réuni se verra mis en demeure de prendre position sur des problèmes précis, certains de ses membres ne manqueront pas de se trouver en désaccord avec plusieurs autres et, pour peu que la question soit sensible, la discussion qu'ils entameront se transformera en querelle pouvant mener à la rupture. Les motifs ne manqueront jamais pour regrouper des opinions similaires, en lutte contre des opinions rivales, que ce soit dans le cadre d'un nouveau parti ou dans celui d'un courant distinct du même parti. De telles divergences, inévitables dans tout débat, ne porteraient guère à conséquence si elles n'étaient pas déterminantes pour les choix électoraux. En effet, ce ne sont ni des hommes dignes de confiance, ni des experts qui sont soumis au suffrage, mais des représentants d'orientation et de propositions politiques particulières. Le contenu et l'affichage de ces dernières sont essentiels pour réussir. D'où la lutte féroce qui traverse les partis, au risque de les faire éclater, en faveur de proclamations susceptibles de séduire au mieux l'électorat.
Chaque membre important cherche à se distinguer pour regrouper autour de sa profession de foi ou de la motion qu'il présente un maximum de voix, s'attribuer du même coup une bonne part de pouvoir au sein du parti et par là, si possible, un accès au gouvernement. Au cas où le créneau qu'il s'est mis à exploiter sur le marché électoral n'est pas reconnu à sa juste valeur par les siens, et s'il ne souhaite pas rentrer dans le rang en ne progressant plus que dans l'orbite d'un politicien ayant réussi à le devancer, il se risquera à créer un nouveau parti à sa convenance, recomposé le plus souvent en réunissant les laissés-pour-compte de quelques autres partis. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui un parti de se pulvériser en groupuscules plus ou moins opposés ? Uniquement la conviction de mieux parvenir au pouvoir en restant unis, et la perspective fort alléchante de s'y partager des places. L'unité du parti, on le constate à gauche comme à droite, n'est que de façade. Les braves camarades de combat restent prêts à s'entre-dévorer. Ils ne se tiennent au coude à coude que pour gagner, autrement dit par cupidité. Leur solidarité s'apparente à celle d'une bande hétérogène de brigands réunis pour préparer un hold-up. Une recherche authentique de l'intérêt national et non de la satisfaction des uns au détriment des autres, exigerait un débat au sein d'une même structure d'où serait exclue la formation de pôles conflictuels d'identité collective. Cette structure pourrait être celle d'une assemblée nationale non subdivisée en partis, ou celle d'un parti unique rassemblant en son sein toutes les bonnes volontés désireuses de se placer au service du pays. Ne s'opposeraient alors éventuellement à une telle assemblée ou à ce parti que les ennemis de la nation, les négateurs du bien public, les détracteurs de la démocratie, les partisans d'un régime totalitaire, plutocratique ou théocratique, incapables de l'emporter autrement que par la force ou le terrorisme. Nous n'avons nul besoin en effet d'une séparation permanente du Parlement en deux ou plusieurs blocs. Les opinions ont le droit de se partager différemment d'une question à l'autre. Alors que chacun devrait demeurer libre de son jugement et ne devoir rendre de compte qu'à sa conscience, le rattachement à un parti implique une allégeance systématique à l'équipe dirigeante de ce parti ou à son chef charismatique. Alors que les décisions publiques devraient résulter de très larges débats raisonnablement conduits sur la base d'une documentation suffisante, le régime des partis transforme l'Assemblée en un lieu d'affrontement de coalitions ou de chapelles politiques plus ou moins investies par des puissances extérieures à elle. On en arrive à ce que les décisions prises résultent de discussions limitées au camp politique, ayant pris momentanément l'avantage sur ses adversaires. Les alternances au pouvoir des deux principaux camps, les élus se regroupant inévitablement de manière changeante entre une majorité et une opposition, les rendent dans le meilleur des cas tâtonnantes, trop souvent sur le long terme incohérentes. Pour remédier aux inconvénients de changement de cap périodique, au gré des humeurs du peuple, les gouvernements se résolvent de plus en plus à déléguer leur autorité à des institutions indépendantes pouvant remplir leurs fonctions sans avoir à se soucier des fluctuations de l'opinion, ni surtout d'une inversion de majorité parlementaire. Tel est le cas d'une grande diversité d'agences publiques ou d'autorités de régulation, comme surtout de la Banque centrale européenne. On ne peut que regretter le déficit de contrôle populaire exercé sur elles, les livrant à l'influence des lobbies. Cependant, si elles étaient privées d'indépendance, elles ne pourraient remplir correctement leur mission en raison de l'instabilité d'un pouvoir que ne cessent de se disputer des partis rivaux. Un contrôle populaire ne pourra convenablement être exercé sur elles, sans perte d'efficacité, qu'à compter du moment où nous aurons renoncé au régime des partis. 3.5. Les partis sélectionnent de mauvaises élites. Le but des élections est de faire émerger du peuple des personnalités capables de prendre en main, dans leur globalité et leur diversité, les intérêts de la nation. Les citoyens sont maîtres de leurs décisions, mais leur choix reste limité aux candidats qui leur sont proposés. Le principal problème d'une élection se situe donc en deçà du jour du vote. Il a trait au mode de sélection des prétendants à la députation. Une multitude de formules ont depuis longtemps été essayées ou proposées. Parmi elles, l'enregistrement obligatoire des candidats par un collège de sages écartant de la candidature ceux qui ne remplissent pas un certain nombre de conditions. En somme, une sélection par prérequis plutôt que par un concours sur épreuve écrite ou orale. L'établissement de listes de notabilité, constitution de l'an 8, par écrémage successif de lots de personnes jugées les plus dignes de confiance, ou du moins les plus éminentes.
Une sélection par concours permettant d'évaluer la culture générale, la qualité de l'expression, les connaissances historiques, sociologiques, juridiques, administratives, etc., des divers prétendants. En somme, une sorte de préfiguration de l'École nationale d'administration. La préférence pour des personnes ayant assuré des responsabilités au sein d'une association, d'un syndicat ou d'un organisme international, dans l'idée qu'une expérience au service d'une cause particulière rend plus apte à œuvrer pour la collectivité. Tous ces procédés ont leurs inconvénients. Ils limitent le choix du peuple d'une façon pouvant devenir abusive, ou l'orientent vers des notables avant tout soucieux de l'intérêt des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. Voilà pourquoi une présentation quasi exclusive des candidats par les partis politiques a fini par devenir la règle. Tout rare candidat indépendant ayant besoin du soutien public ou tacite d'un parti pour gagner, mais un tel mode de désignation apparaît lui aussi contestable. En effet, dans un parti, les personnes qui se mettent en avant et finissent par y être promues sont, comme dans les affaires, celles qui éprouvent le moins de scrupules à passer sur le corps des autres pour réussir, ou celles qui, les plus mordues par la politique, lui sacrifient volontiers les autres dimensions de leur existence, familiale, artistique, philosophique, sportive, etc. De tels acharnés, motivés par la conquête d'un électorat ou par le triomphe de leur idéologie, découragent rapidement de demeurer auprès d'eux ceux qui n'ont nulle envie de s'immerger dans leurs préoccupations en dépensant énormément d'énergie à leur donner la réplique. Les militants à l'esprit partisan, pour ne pas dire sectaire, se grisant de réunions où ils remodèlent le monde à leur convenance comme d'autres au café du commerce, finissent par éliminer du cercle qu'ils ont rejoint les personnes foncièrement rebelles à leur prosélytisme ou ayant sur l'existence et la société des vues plus larges. Ils ne se retrouvent bientôt plus qu'entre semblables passionnés de la politique, jusqu'à ne représenter qu'une petite fraction de la population. Par leur verbosité envahissante comme par leur suffisance, ils ont étouffé l'expression de sympathisants n'ayant ni les mêmes capacités ni les mêmes désirs qu'eux de s'exprimer. Constituant, de connivence avec les grands médias, un milieu mondain singulier, à l'abri d'intrusions inopportunes, les partis favorisent aujourd'hui l'accaparement de l'espace public par des arrivistes indignes de confiance, péjorativement qualifiés de politiciens, n'ayant qu'une vision étriquée de l'existence. Or il conviendrait que l'autorité publique soit plutôt confiée à des hommes réfléchis dont le champ d'intérêt déborde largement celui de la politique, n'appréciant surtout pas celle-ci pour elle-même ou pour l'ivresse qu'elle procure, mais en tant que moyen de développer l'humanité de chaque citoyen. Hélas, de tels hommes n'ont aucune chance de faire carrière dans un parti. Ils se mettent spontanément en retrait des pratiques qui y ont cours. 3.6. Les partis restreignent trop le choix des électeurs. Les partis ont à cœur d'élaborer des programmes politiques globaux. Prétendant d'œuvrer dans l'intérêt général, chacun d'eux propose sa solution à tous les problèmes du pays. En dépit de leur ignorance dans de nombreux domaines, leurs porte-paroles doivent savoir répliquer sur le champ à toutes les questions qui leur sont posées. Imitant le débit verbal des commentateurs de matchs de football, ils apprennent à ne faire apparaître aucun blanc dans leurs prestations radiophoniques ou télévisées, comme dans leurs conférences de presse ou lorsqu'ils se laissent interpeller après avoir péroré à la tribune d'une réunion publique. Paraître hésiter, autrement dit prendre un instant de réflexion, reviendrait pour eux à se déconsidérer auprès d'un public qui ne tolère pas la moindre suspension des spectacles qu'ils leur offrent. Ne pas laisser croire que le parti qu'ils représentent ne sait trop comment réagir ou s'y prendre tourne chez eux à l'obsession. Aussi est-il extrêmement rare de les entendre dire que, faute d'avoir analysé sérieusement un problème, ils ne voient pas pour le moment quelle solution y apporter, et encore plus rare de les entendre avouer leur incompétence dans telle ou telle matière. Finalement, ces messieurs se ridiculisent en s'efforçant de nous faire croire que, contrairement aux autres mortels, ils sont polyvalents et omniscients. Nous les voyons non seulement au sommet de l'État, sauter d'un ministère à l'autre, de l'intérieur aux finances ou des armées à l'agriculture, etc. Mais encore, au lieu de prêter attention aux angoisses et aux desiderata des citoyens, se comporter devant eux comme d'infaillibles experts, ne se souciant que de les persuader de la justesse de leurs idées au moyen de coûteuses campagnes de communication. Confondant leurs études de marché pour adapter et vendre leurs projets avec une écoute respectueuse des citoyens, ils discourent face à ces derniers comme des battleurs.
Tous nous invitent à approuver des programmes ne se prêtant guère à correction, suppression ou ajout. Or, si tel citoyen est tenté de voter en faveur des écologistes pour défendre avec eux la sécurité alimentaire et la qualité de l'eau, il peut au même moment refuser de soutenir leur position relative à la procréation médicalement assistée pour tous. Tel autre peut approuver la politique de défense des républicains, tout en s'opposant à leur politique agricole, et lui préférer celle des socialistes. Tel autre peut estimer les dépenses de l'État parfaitement justifiées, tout en critiquant sévèrement l'assiette des impôts, etc. On limite d'autant plus la liberté du citoyen qu'on le contraint à un choix entre quelques paquets de mesures entièrement ficelés, qui, en raison d'un vote utile rejetant dans l'ombre les positions extrêmes ou faiblement soutenues, tendent de plus en plus à se réduire à deux: droite contre gauche, conservateurs contre travaillistes, républicains contre démocrates, etc. Imaginons au départ une grande variété de partis offrant au choix des citoyens une large palette de programmes. À l'issue des élections, un seul programme sera mis en œuvre. Il sera le fruit de tractations plus ou moins obscures entre plusieurs partis ayant conclu une alliance. Le gouvernement résultant restera fragile, car il pourra être renversé aussitôt qu'un des partis de la coalition trouvera prétexte, sur un point qu'il jugera inacceptable, à se séparer des autres. Il ne se maintiendra qu'en appliquant une politique sans grande envergure, dérangeant le moins possible les faux amis qui le supportent, réduite au dénominateur commun de plusieurs projets concurrents. Tôt ou tard, le citoyen spectateur verra se dessiner des pôles de regroupement attirant à eux des partis susceptibles de s'entendre. Les coalitions instituées ayant chacune pour ambition de séduire plus de la moitié de l'électorat, tendront à se réduire soit à deux de façon à constituer, face à celle parvenue au pouvoir, une coalition d'importance équivalente, soit à trois pour encadrer par deux extrêmes une coalition dominante ou insérer une coalition centriste entre les deux principales. Tant pour la clarté de l'élection que pour la stabilité gouvernementale, il vaudra mieux qu'un grand parti politique domine dans son propre camp, éventuellement entouré par plusieurs petits partis et divers clubs de réflexion ayant pour fonction de l'aiguillonner. Une telle domination sera au besoin facilitée par une loi électorale accordant la primauté à la liste ou au candidat ayant recueilli le plus de voix, ou éliminant d'un second tour celles et ceux n'ayant recueilli que trop peu de voix. Une telle loi, comme celle en vigueur dans notre 5e République, incite les partis à se regrouper en majorité potentielle avant l'élection plutôt que de s'arranger entre eux, une fois représentés au Parlement, sans plus tenir compte de l'avis des électeurs. Tantôt un petit parti sert à recueillir des voix à la marge d'un parti important qu'il ne manque pas de rejoindre après les élections, pour constituer avec lui une majorité parlementaire ou une puissante opposition. Tenu de se comporter dès lors en parti godillot, il aurait été plus avisé de prendre place au sein même du parti rallié pour l'influencer de l'intérieur. Tel fut le cas de l'UDF qui, ayant renoncé à rassembler sous sa propre bannière un nombre suffisant de citoyens déçus par la gauche comme par la droite, se résigna à compléter une majorité de droite tout en ne cessant de proclamer, en se situant au centre, sa distinction d'avec elle. De leur côté, les radicaux de gauche et les Verts entreprirent de séduire au profit du Parti socialiste la vieille sensibilité radicale et la nouvelle sensibilité écologique d'une partie de l'électorat. Or les uns comme les autres auraient aussi bien pu ne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.